Et il faut penser que c'était des chantiers où il n'y avait pas un peintre, mais c'était toujours des équipes de gens. Et donc, à mesure que les pigments étaient broyés, préparés, et tout ça et tout, la peinture était faite dans le même mouvement. Je pense que c'était des choses qui étaient assez rapides quand même. Ces peintres, c'était des gens qui faisaient du décor et ils décoraient tout. Ils décoraient les meubles, ils décoraient les tentures, ils décoraient les boucliers, ils décoraient les armures, ils décoraient... C'était pas du tout des artistes peintres, si on peut dire. C'était vraiment des gens, des peintres décorateurs qui intervenaient sur beaucoup de matières, qui étaient capables de faire de la dorure, qui étaient capables... Et probablement certains étaient aussi enlumineurs. Il y a des parentés très très grandes entre des motifs qu'on retrouve sur les plafonds, qu'on retrouve sur les murs. Ils étaient aussi très probablement plus ou moins fresquistes, parce qu'on retrouve des décors du même type faits avec des techniques différentes. Et ça, c'est clair que c'était pas du tout des artistes, c'était vraiment des artisans, disons. Pour effectuer le dégagement du badigeon de chaux, j'utilise une mixité de techniques, le clivage au scalpel avec des lames usées, un gel de colle à papier avec une addition de bicarbonate d'ammonium, qui est une molécule qui permet justement de déstructurer le badigeon de chaux, et également un petit nettoyage à l'eau déminéralisée qui permet de retirer du badigeon de chaux qui s'enlève très facilement. En fait, on adapte le dégagement en fonction de la difficulté de la couche à retirer. Ici, c'est le petit miracle de Saint-Hilaire. C'est ce qu'on a trouvé là, c'est assez exceptionnel. Ah non, mais ça va être beau, hein. Si c'est comme ça sert bien. Mais on fait très bien de rester sur de la conservation archéologique. De toute façon, sur des plafonds peints, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Hein. Je vois pas l'intérêt d'en rajouter une couche, comme on dit, hein, très clairement. Je trouve que faire des mesures conservatoires, c'est déjà très bien. Si on ressort ça, c'est magnifique. C'est suffisant. La chance que nous avons, c'est qu'il n'a pas été repeint au 19e. Donc il nous montre l'état dans lequel il était avant qu'on l'enferme. Donc c'est pas la première fraîcheur, mais par contre il n'a pas été touché. Donc c'est un plafond médiéval fatigué, mais entre guillemets intact, c'est-à-dire que personne n'est allé mettre la main dessus depuis. Et donc ici on avait formé un couloir de service pour pas déranger ces messieurs, enfin monsieur l'abbé qui était par là. Venez voir que je vous montre les sondages qu'on a effectués. On a trouvé des têtes d'engoulan à un endroit plutôt étrange. Eh ben, c'est tout à fait ce que je vois. Et c'est assez ahurissant parce que je ne comprends pas ce qu'ils font là, parce que c'était pas prévu du tout pour en trouver là. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec un plafond qui a été encore plus tripoté que je ne le pensais. Et on retrouve également les têtes d'engoulan sur la 4e, 5e solive. Ouais. On a effectivement cette rupture par rapport aux têtes d'engoulan qui ont été faites au 19e, en se demandant effectivement qu'est-ce qu'elles font là. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'abbé en place a cloisonné des pièces, parce qu'au 18e, on préférait des pièces plus basses, plus modernes. Et sans doute ce qui a dû se passer ici, c'est qu'on a dû masquer le plafond du Moyen-Âge. Au 19e, quand on a gratté le plafond, on a découvert ce décor. Et donc le curé a décidé de décorer la salle dans, j'allais dire, un style médiéval. C'est pour ça qu'on a des murs un peu particuliers, avec la restauration de son plafond, qui est quand même assez lourde, même si elle est assez chatoyante. Ces peintures, elles nous apprennent qu'elles ont été faites sans doute sous le règne de Charles VIII ou Louis XII. On y voit un peu les goûts de l'époque, ce qu'étaient les canons de la beauté. Apparemment, il y a beaucoup de personnes jeunes ici. Il n'y a pas trop de momeries. Alors, les momeries, ce sont des petites plaisanteries de plus ou moins bon goût, mais à cette époque-là, c'était même pas ni du mauvais ni du bon goût, c'était simplement une chose évidente, parce que quand on lit Rabelais, à la limite, on voit les closoirs. Donc je pense que c'était des gens qui aimaient bien vivre, ils sortaient de la guerre de 100 ans, et ils n'étaient pas encore en guerre de religion, donc ils étaient dans la joie et la bonne humeur. Voilà, c'est ce que je vois pour l'instant.
qu'elles sont belles ces planchettes là. Les historiens ont mis du temps à s'intéresser au plafond parce que les historiens d'art s'intéressent aux chefs-d'œuvre. Et le propre de ces plafonds, c'est que même quand on les regarde de près et qu'on voit le talent du maître qui a peint, et c'est évidemment pas quelque chose d'aussi subtil, c'est précisément parce que ça nous renvoie avec talent au quotidien et pas au chef-d'œuvre artistique. Donc ça a été considéré comme un art mineur et sans intérêt. Et puis c'est l'influence de l'anthropologie dans les années 90-2000 où on s'est intéressé aux images populaires, aux enseignes, aux images de publicitaires, aux images qu'on fait avec nos téléphones portables. De la même façon, on s'intéresse pour le Moyen-Âge aux images qui ne rentrent pas dans une grande histoire de l'art, aux images qui sont plus ordinaires, les images avec lesquelles on vit, et qui ne sont pas forcément des grandes œuvres d'art, mais qui témoignent de la sensibilité et des émotions propres au Moyen-Âge. Sur la Grasse, il y a eu de grandes foires. Et l'ensemble des maisons qui étaient à colombage, qui entouraient la halle, appartenaient à des grands marchands, des commerçants, des grands agriculteurs, éleveurs, etc. Donc on peut en tout cas supposer que ces personnes-là faisaient valoir dans le lieu d'accueil de leurs hôtes leurs valeurs, certainement, les personnes auxquelles ils sont attachés, que ce soit pour la couronne royale, que ce soit pour les grands nobles de la région, voire les abbés de l'abbaye de la Grasse, bien évidemment. Et au-delà de ces éléments significatifs, bon, il reste des décors qui nous paraissent peut-être pas incongrus, mais on ne connaît pas la motivation. Qu'est-ce qui a amené à avoir des hybrides, des monstres, certaines devises? Pourquoi là? Et quelle était l'intention du propriétaire? On ne le sait pas réellement. Alors ici, je peux vous montrer les scènes les plus coquines que nous ayons dans l'étage, dans cette pièce qui est essentiellement une chambre d'un des curés de la Grasse. C'est des scènes où sont représentées 13 fois des prostituées en activité, si je puis dire, soit en train de se raser le pubis, soit en train de recevoir l'écho de sa prestation. Ensuite, en face, nous avons une scène du monde à l'envers sur 2 closoirs. Ici, nous avons un couple et à côté une scène aussi intéressante. C'est un moine qui, avec un petit baquet, remet de l'eau chaude dans l'étuve où se trouve un moine et une dame. Et un jeu ici où 2 hommes ont les pieds et les bras accolés. Comment comprendre la présence de ces images? Il y a une des pistes possibles, c'est de se dire, au Moyen-Âge, on est attaché à représenter ce qu'il faut faire, donc le modèle du bon comportement, mais on est aussi très attaché à mettre en scène le contre-modèle ou le mauvais modèle. De même qu'il y a la présence du diable est très forte, la présence du mal, eh bien on représente des images pour montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est sans doute une des raisons de la plupart de ces images. Mais il y a aussi une raison qui est beaucoup plus triviale, c'est que c'est des images qui font rire. Et dans la culture médiévale, le rire a une importance extrême. Et donc c'est aussi une façon agréable de recevoir ses invités avec des images qui font rire, qui font une ambiance agréable où on se sent bien dans cette pièce, qui crée un climat disons, convivial. Mais il y a d'autres images qui ne sont pas là pour signifier quelque chose, mais pour avoir un effet. C'est des images qui ont un rôle magique, comme par exemple ces 3 lettres, IHS, qui représentent ce qu'on appelle le monogramme du Christ,
Et ces 3 lettres ont la réputation de protéger les personnes ou les lieux qui les portent. Donc on peut soit le mettre sur le plafond de sa maison, comme c'est le cas à Képestan et dans plein de plafonds peints, mais on peut aussi les porter en pendentif pour se protéger quand on prend la route, au même titre qu'on mettrait un Saint-Christophe sur une sonnette de vélo ou sous un rétroviseur de voiture. Nous sommes donc dans la maison Cibra, qui est le nom du dernier propriétaire avant que la commune, en 1998, achète ce lieu, à la fois pour le conserver et le valoriser. Alors, à la différence du presbytère, ici, on se trouve dans une demeure civile, appartenant à un commerçant riche, vraisemblablement. Ce plafond, en tout cas, lui, semble être daté, ne serait-ce que par l'héraldique et par la dendrochronologie, du tout début du XVIe siècle. Les armoiries, notamment de l'abbé de l'époque, qui était Philippe Ier de Lévis, figurent au plafond, en même temps que son réseau aussi social, qui était le roi de France, un dauphin, tout un tas de nobles représentés dans les closoirs de ce plafond, qui est un plafond à caisson. Et la particularité aussi, c'est que nous avons 7 à 8 marques de marchands différents. On peut se poser la question si c'était un lieu de réunion d'une corporation, avec chacun leur propre signature. La différence importante entre le corpus des plafonds du presbytère notamment montre qu'ici il y a une très grande évolution et peut-être un atelier plus évolué qui a travaillé dans l'esprit d'un vrai portrait de la Renaissance. C'est déjà presque des petits tableaux en tant que tels, les portraits qui sont représentés. Et c'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas par les quelques rares études qu'il y a eu sur le Languedoc, en général, le Moyen-Âge est vu comme un Moyen-Âge des châteaux forts, des abbayes, et avec un caractère très rustique, si je puis dire. Dès qu'on découvre ce genre de plafond, évidemment, on est dans un autre monde qui ne rappelle pas l'Italie, tout à fait, mais enfin qui a déjà le goût d'un autre sens artistique qui va se développer tout le XVIe et XVIIe siècle. C'est une représentation de soi, c'est l'image qu'on veut donner de soi, de son entourage, aux gens qui vont pénétrer dans cet univers domestique, et c'est aussi l'image qu'on a envie de côtoyer quotidiennement. Donc il faut l'interpréter comme un sas de passage entre le goût privé et la présentation publique, sachant que c'est très difficile à distinguer à la période médiévale. L'ensemble de ces images, c'est très largement ce que l'on retrouve sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où de la même façon, on met en scène nos amis, les valeurs auxquelles on croit, les choses qui nous font rire. Et donc, on a aujourd'hui cette conception, disons, d'une identité qui est collective, où on existe par l'ensemble de son réseau social, et qui, dans un sens, se rapproche de la conception qu'on avait au Moyen-Âge, des réseaux sociaux et de l'identité qu'on avait. Là, on a un closoir. On a la moitié du closoir qui a fait l'objet d'un premier décrassage. Donc là, c'est vraiment avant intervention. Et là, c'est après un premier décrassage. Donc une fois que toute la surface a été décrassée, et on arrive à un résultat comme celui-ci. À ce stade-là, sur certains closoirs, on a une couche de vernis, comme sur celui-là. Voilà. Et là, avec un mélange de solvant, on solubilise la résine pour retirer le vernis qui est jauni et oxydé. Donc,
Le stade final, on va dire, de la conservation de la couche picturale, ça sera quasiment celui-là. C'est-à-dire que là, donc, le closoir a été décrassé, il a été déverni et la couche picturale a été consolidée. C'est-à-dire que ces images qui étaient abandonnées et qui étaient détruites parfois parce qu'elles étaient abandonnées, ou jusqu'à récemment, on va utiliser ces planches, ces poutres pour faire un abri de barbecue. Aujourd'hui, en les étudiant, en les mettant en scène, on leur donne une nouvelle valeur, mais on leur donne aussi donc une valeur marchande qui fait que ces images, désormais, peuvent être vendues, peuvent être volées. Donc ça fait courir de nouveaux risques à ces images. Mais cependant, on pense que le risque que l'on court en faisant ce travail-là est moindre que celui de la destruction pure et dure. De la transparence, on va vraiment voir l'ajustement complet qui va se faire, qui est fait d'ailleurs. L'association est née d'une situation locale à Capestan. On a redécouvert ce plafond peint et on s'est dit, il y a chef-d'œuvre, il faut qu'on le montre, mais avant de le montrer, il faut qu'on le comprenne. On s'est dit, on va réunir un colloque. Ce qu'on a fait, ça a été un succès qui a dépassé ce qu'on imaginait. C'est-à-dire qu'il y a eu en permanence plus d'une centaine de personnes et qu'au terme du 3e jour, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. Et cette association, elle a eu de la chance d'avoir une accroche scientifique et d'avoir le soutien des institutions, et notamment de la DRAC et des monuments historiques. Et oui, on est sûr qu'ils sont pas sur place. Et oui, donc il l'a fait en bas. Cette association a su fédérer et nous avons pu recueillir beaucoup d'informations grâce à eux. Et il est vrai que là, je crois qu'il est important que l'État puisse accompagner ce type d'initiative. Et je crois que vraiment nous pourrons dire, et nous pouvons dire, et je l'affirme à chaque fois avec force et conviction, que ce travail-là est irremplaçable et que c'est en fonctionnant de cette manière que nous parvenons à avancer sur la connaissance du patrimoine de la région et puis que nous pouvons avancer également sur la conservation de notre patrimoine. Voilà, là on y va au mieux. Donc effectivement, c'est ce que je vous parlais là. C'est une bâtisse qui était vouée à la destruction. Et lors de la visite, première visite de chantier, je me suis aperçu qu'il y avait un plafond peint sur cette bâtisse. Donc on se rapprochait directement avec la DRAC et les services du département. On a pris la décision de mettre cette bâtisse hors d'eau et d'engager un processus d'étude sur ces plafonds. Si on arrive à sensibiliser les gens à la valeur de leur patrimoine qui est en question là, je pense que les gens sont ouverts à ça. Moi, je m'aperçois que de plus en plus, les gens ils sont attachés à leurs pierres, à leurs racines. Alors, est-ce que c'est un phénomène de société ? Je le pense, mais c'est de plus en plus prégnant au niveau de nos collectivités, de nos villages de petite taille. Et à partir de là, après, on peut arriver à faire passer des projets d'investissement, etc. Parce qu'on travaille en amont et qu'on travaille sur leur mémoire à eux, sur le fait de leur dire « c'est vos racines, ça vous appartient ».